Darkroom et News. Chambre noire en service. Autrefois, quiconque s'intéressant un tant soit peu à la photographie comprenait immédiatement le sens de cette image, prise en 2008 par Michel Campeau. Aujourd'hui, il faut l'expliquer, raconter que pendant un siècle et demi, les images photographiques apparaissaient dans ce qu'on appelait les chambres noires, des lieux comme celui-là, à l'abri de la lumière. Sans aucune nostalgie, avec la froideur, dit-il, d'un expert en sinistre, Campeau photographie ses arrière-cuisines où la photographie argentique s'est élaborée depuis son invention. Ce qui frappe dans ces images, c'est qu'on n'y voit aucun photographe, aucune photographie, seulement des instruments et des traces de rituels dont le sens nous échappe. Un monde de chimie, de matières desséchées, de résidus et de taches, désertés par ses habitants, partis en laissant derrière eux ces fils où l'on mettait autrefois les photographies à sécher, comme du linge. Aujourd'hui, le monde de ces pratiques artisanales, aussi anciennes que la photographie elle-même, est un monde mort. Le coupable, le voilà. Datant de 1975, le tout premier prototype d'appareil photo numérique. L'image n'est plus produite par l'effet de la lumière sur des substances chimiques, mais par un capteur électronique dont les signaux sont enregistrés sur une cassette. Il faut 23 secondes pour que les informations reçues soient transmises par la bande magnétique à un poste de télévision. En découvrant le résultat, on comprend que les ingénieurs de Kodak aient abandonné leurs recherches et remisé leur prototype au placard. Mais ce n'était qu'un sursis. « 2008. À Châlons, comme ailleurs, on fait exploser les bâtiments des derniers sites où l'on produisait encore des films argentiques Kodak. C'est la fin d'un siècle et demi d'inventions, de procédés et d'appareils qui ont accompagné l'évolution de la photographie depuis ses débuts. Mais c'est surtout la fin d'une pratique de la photographie qui mettait l'accent sur le moment de la prise de vue, de la saisie sur le vif, de l'instant décisif, le fameux clic-clac de la publicité Kodak. Des couleurs féeriques, au noir et blanc classique, instamatique. Ah! Des photos fantastiques, un appareil unique, instamatique. Clic-clac, 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 merci Kodak. Appuyez sur le bouton, nous ferons le reste, disait l'ancienne publicité. Désormais, c'est ce reste qui devient le plus important, le traitement après coup de l'image que l'informatique permet de manipuler librement pour modifier à loisir les formes, les textures, le cadre, les lumières et les couleurs. Les photographes d'aujourd'hui usent et abusent de cette liberté. L'artiste américain Kerry Skarbacka se photographie en train de tomber. Dans son salon, d'un arbre ou dans sa douche, pour montrer l'instabilité de notre position dans le monde. Un travail placé sous l'égide de la philosophie existentialiste et du trucage numérique. Ces images sont à la fois vraies, car c'est bien le photographe qui est en train de tomber dans les lieux réels de l'action, et fausses, car entièrement retouchées sur ordinateur, pour faire disparaître les baudriers et les sangles qui permettent à l'artiste de créer l'illusion de la chute en toute sécurité. Le photographe Andreas Gursky, un des pionniers de cet illusionnisme numérique, le pratique à une toute autre échelle et à d'autres fins. Pyongyang 1. Partant de plusieurs clichés qu'il a pris lors de l'anniversaire du dictateur coréen Kim Jong-il, Gursky en combine différents éléments, non pas pour créer une situation nouvelle et improbable, mais pour amplifier la nature de l'événement en éliminant toute imperfection
en lissant le moindre détail. Cherchant à fabriquer une image du réel plus parfaite que le réel lui-même, il réalise à sa façon les rêves de maîtrise totale du grand ordonnateur de cette cérémonie qui a mobilisé 80 000 personnes. Comme lui, le photographe numérique peut mettre en scène le monde. L'événement photographié par Gursky a réellement eu lieu. Les paysages urbains de la photographe Beate Guccio, par contre, n'ont jamais existé. Ce sont des photomontages numériques créés de toutes pièces, à partir d'une collection de milliers d'images, de bâtiments et de sites qu'elle a prises elle-même, au fil des ans, sans idée préconçue. Un véritable magasin de pièces détachées, dans lequel elle a ensuite puisé les éléments qui construisent les visions désolées de sa série Ville. On reconnaît les matériaux et les formes, mais il est impossible d'assigner une fonction à ces monstres architecturaux en kit. Reste l'affirmation d'une brutalité monumentale, à la fois absurde et familière, tant on a l'impression de la voir partout autour de nous. Seule l'excessive netteté des immeubles de l'arrière-plan permet de soupçonner qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce paysage. Les bâtiments sont sans doute allemands, les voitures renversées ont été photographiées en Irak pendant la première guerre du Golfe, les silhouettes dans les Balkans. Le tout crée un monde imaginaire, mais étonnamment proche des collages grandeur nature des désastres d'aujourd'hui. Dans une autre série, Beate Guccio choisit d'appliquer à la lettre les règles édictées par les anciens traités de peinture de paysage. À partir d'un premier plan qui invite le spectateur à entrer dans l'image, elle construit, à l'aide d'arbres, de bosquets et de ciels photographiés à travers toute l'Allemagne, un paysage raisonné et idyllique. Un véritable travail d'illusionniste. Rien ne permet de déceler le montage. C'est cela la grande nouveauté du numérique, et non pas le montage lui-même, pratiqué depuis les tout premiers temps de la photographie. Désormais, le trucage est indécelable. Plus aucune image n'échappe au soupçon. Des photographes comme l'allemande Loretta Lux en jouent, laissant apparaître l'artifice, comme dans cette image où elle pose les figures de deux fillettes, étrangement semblables, photographiées en studio. Les faits ne cherchent pas à être réalistes. Les lumières ne raccordent pas, les personnages n'ont pas d'ombre, comme s'ils venaient d'un autre monde. Pour accentuer le trouble, la photographe a truqué les proportions des têtes. Elles sont légèrement trop grandes, pas assez pour qu'on le perçoive d'emblée, mais suffisamment pour que quelque chose dérange. Dans cette autre image, c'est le décor qui est dédoublé de façon ostensible. La nature paraît aussi artificielle que la tête disproportionnée de l'enfant et la raideur de sa pose, qui imite celle des portraits d'enfants royaux de la Renaissance. La peinture ici est la vraie référence. Peintre de formation, Loretta Lux dit se servir de la retouche numérique comme d'un pinceau, qui a l'avantage, ajoute-t-elle, d'être moins salissant. Au-delà de la boutade, ces images cherchent à paraître pour autre chose qu'elles-mêmes. Des photographies aux airs de tableaux peints, à la manière des pictorialistes d'autrefois. Chez le Russe Oleg Dou, l'artifice est encore plus affirmé. Au départ de son travail, dit-il, il y a eu une erreur de manipulation. Une application excessive des filtres d'un logiciel de retouche dont les photographes de mode se servent pour effacer toute imperfection de la peau de leur modèle. Séduit par ce résultat accidentel, il en a fait le principe de son travail. Partant de prises de vue réelles, il les manipule de façon obsessionnelle. Tel un chirurgien esthétique qui manie son scalpel, l'artiste nettoie les visages, enlève cils et sourcils, fait briller les yeux,
lisse les carnations et remodèle les traits jusqu'à faire disparaître toute trace de vie. Dans leur fausse précision et leur fausse lumière générée par ordinateur, ces portraits ressemblent à des mutants de jeux vidéo fabriqués en images de synthèse. La déréalisation acharnée fait douter non seulement de la réalité de ce que l'image montre, mais de la nature de l'image photographique elle-même. Refusant ces vertiges numériques où toute certitude se dérobe, des photographes choisissent de ressusciter les techniques rudimentaires des premiers temps de la photographie, où chaque image était difficilement arrachée au réel. Il a fallu plus de 24 heures de temps d'exposition à la photographe Vera Luther pour obtenir cette image de la pyramide de Khéops avec le dispositif le plus primitif qui soit, la chambre noire, dont on connaît le principe depuis l'Antiquité. Pour faire une chambre noire, il suffit de disposer d'un volume clos et de percer sur l'une de ses parois une petite ouverture. Quand on place un objet lumineux devant cette ouverture, le sténopé, son image apparaît sur la paroi opposée de la chambre noire, inversée et tête en bas. Pour réaliser ces prises de vue, Vera Luther se sert de volumes véritables, un container par exemple, qu'elle transforme en une immense chambre noire. À l'intérieur, elle place côte à côte plusieurs feuilles de papier photosensible et obtient ainsi directement des négatifs de très grand format, 2,50 m sur 5,70 m, comme pour cette vue d'une mine de houille à ciel ouvert. On ne voit dans ces images aucune présence humaine, trop fugitive pour une journée entière de temps de pause. Seul reste le monde inanimé dans toute sa finesse, capté sans objectif, donc sans aucune déformation. Une façade de New York, Columbus Avenue, 21 et 22 juin 1997. Pour chacune de ces images, Vera Luther précise dans le titre la durée du temps de pause. Comme si le processus, ici, comptait tout autant que le résultat. Une chambre d'hôtel à New York, entièrement transformée en chambre noire par Abelardo Morel. Mais contrairement à Vera Luther, Morel photographie à la fois l'image du dehors projetée dans la pièce, aussi bien que l'espace réel, les murs et les meubles. Il peut ainsi mettre en scène son dispositif où l'extérieur et l'intérieur se mélangent dans un entre-deux onirique et ironique. Le photographe n'a pas de prise sur l'image venue du dehors, qui ne dépend que de l'emplacement de la pièce et de ses dimensions. Mais il peut modifier le décor de sa chambre noire, comme dans cette image du musée de Philadelphie, où la façade extérieure du musée se projette sur le mur d'une salle d'exposition. Morel déplace le tableau de Chirico pour créer un jeu de correspondance et de mise en abîme. La mise en avant du procédé est encore plus marquée dans les images de Gabor Oz. Ici, la chambre noire est un volume dans un immeuble en construction. Et les ouvertures par lesquelles passe la lumière sont les petits trous laissés dans les parois de béton une fois qu'on a retiré les ferraillages. Les ouvertures juxtaposées projettent sur la paroi d'en face le même paysage, vu sous des angles différents. Certaines images sont prises en deux temps, permettant au photographe d'obtenir des variations de couleurs. On dirait une expérience élémentaire sur la nature de la lumière. Vers 1840, le Français Hippolyte Bayard s'émerveillait de pouvoir obtenir une empreinte exacte du réel en posant différents objets, des fleurs, des plumes, des bouts de tissu et de dentelle, sur des feuilles enduites de produits chimiques. Les images étaient bleu cyan,
d'où le nom du procédé cyanotype. En 2008, Christian Marclay le renouvelle en dévidant sur le papier sensible des bandes magnétiques, rendant par là même hommage à l'ancienne cassette audio, une autre victime du numérique. C'est également en posant directement une robe de mariée sur une feuille de papier sensible que l'Anglais Adam Fuss a réalisé cette image grandeur nature intitulée Méduse. Les lignes blanches qui ondulent sur la robe ne sont pas d'origine. Adam Fuss les a obtenues en remplissant la robe de serpents vivants. La nostalgie de l'image photographique d'autrefois explique aussi en grande partie le succès du mouvement Lomo, un culte des anciens appareils photographiques bas de gamme qui emprunte son nom à un appareil soviétique des années 80. Le mouvement remet l'accent sur le moment de la prise de vue comme geste instinctif et brut. Don't think, just shoot. Ne pensez pas, appuyez seulement sur le déclencheur. Les images, comme celles prises par Frédéric Lebin, avec leur voile, leur flou, leur décadrage et leur couleur saturée, produites par ces appareils en plastique de mauvaise qualité, doivent être gardées telles quelles. Toute retouche est interdite. C'est le ratage technique érigé en programme. L'accident est le défaut assumé, en réaction à la perfection glacée des images numériques. À l'opposé, d'autres photographes cherchent l'inspiration dans les toutes dernières avancées de la technologie et de la science. Sous prétexte de dénoncer ce qu'elle appelle la surveillance génétique, l'artiste américaine Heather Dewey Asborg a ramassé dans les rues de New York mégots de cigarettes et vieux chewing-gum sur lesquels elle a prélevé les traces d'ADN de leurs derniers consommateurs. Un programme informatique reconstituant le sexe, l'âge, la couleur de peau et des yeux lui a ensuite permis d'en extrapoler ces étonnants portraits en 3 dimensions, de véritables sculptures photonumériques. L'image d'une autre réalité, invisible à l'œil nu. La technique est encore rudimentaire, mais dans 30 ans, paraît-il, on n'y verra que du feu. Tom Friedman fait lui le chemin inverse. Dans cette image intitulée Autoportrait, le photographe s'est transformé en code-barre humain en partant d'un banal autoportrait en pied. Pour comprendre comment il a procédé, voici à titre d'exemple une photographie digitale d'un tableau de Delacroix. On isole une bande verticale traversant l'image originale de haut en bas, mais large seulement d'1 seul pixel, l'information de base de toute image numérique. On étire cette bande sur toute la largeur de l'image et on obtient ainsi une représentation surprenante de la matière réelle qui se cache derrière les apparences numériques. Dans ses va-et-vient entre l'imagerie et la science, le photographe Thomas Ruff a choisi comme point de départ les équations du physicien Maxwell définissant les lois fondamentales de l'électromagnétisme datant de la fin du XIXe siècle. Il a introduit ces équations dans un programme informatique 3D qui a généré de façon automatique des séquences de cycles en mouvement. Ruff n'est intervenu qu'à la fin du processus, réalisant à partir de ces cycles des captures d'écran qu'il a ensuite tirées sur de grands formats.
Dans les années 20, Man Ray ou Molinage réalisaient des natures mortes fantomatiques, d'étonnants photogrammes obtenus en posant directement des objets sur du papier photosensible. Rouff a voulu en retrouver l'esthétique, mais sans les contraintes et les aléas du procédé à l'ancienne. Il a créé sur ordinateur une chambre noire virtuelle où tout est numérique. Le procédé, les objets, les matières, les lumières et les ombres. C'est un méticuleux travail d'imitation et un hommage paradoxal à la photographie. Là où d'autres utilisent l'informatique pour créer une réalité virtuelle, Rouff s'en sert pour recréer l'illusion d'une ancienne image photographique. Mais l'enjeu des images numériques n'est pas seulement d'ordre esthétique. Elles jouent aussi un nouveau rôle social, de communication et de contrôle dans le monde d'aujourd'hui. L'omniprésence des caméras de surveillance a inspiré au photographe Jules Spinach le dispositif de sa série Panorama de surveillance. 3 caméras placées à différents endroits prennent durant 3 heures une image toutes les 4 secondes. À partir des 2176 images ainsi obtenues, le photographe recompose une image globale qui reconstruit très exactement l'espace, mais qui mélange les temps. L'image obtenue, ici Davos en Suisse, à la fois précise et confuse, donne une allure spectrale à ces grands panoramas qui, par leur dimension, cherchent à rivaliser avec les dioramas d'antan. À cette réalité décomposée par un excès d'images, l'Espagnol Juan Fontcuberta oppose une autre réalité que seules les images composent. C'est ce qu'il appelle des Google-ramas, du nom du moteur de recherche Internet Google. Chaque image est une mosaïque composée de milliers d'images qui n'ont aucun rapport avec le sujet représenté, mais qu'un logiciel de photomosaïque assemble en fonction de leur densité et de leur couleur pour créer les différentes zones de l'image globale. Des images noires pour les palmiers en contre-jour, des images claires pour les miroitements du soleil sur la mer. C'est un jeu sur la rupture totale entre le sens d'une image et sa réalité physique. D'autant plus ironique que pour trouver les images de ce paysage paradisiaque, Fontcuberta a tapé dans son moteur de recherche les mots-clés tsunami, cataclysme, apocalypse, catastrophe naturelle. La Seine. Mots-clés, grand chef français, guide Michelin, 3 étoiles. Les larmes de Man Ray. Une image des années 30, une époque où il fallait coller sur le visage du modèle de vraies fausses larmes en glycérine. Une image unique que Fontcuberta cache dans la foule des 10 000 images qui constituent ce trompe-l'œil dialectique entre le fragment et le tout, le regard myope et le regard hypermétrope. C'est sa contribution au débat d'aujourd'hui, entre l'ancien et le nouveau, entre l'image faite de grains argentiques et l'image faite de pixels numériques. Refusant de choisir, il nous montre une image faite d'images, de toutes les images prises depuis celle-ci, le point de vue du gras, il y a près de 2 siècles. Un hommage à la première représentation du réel peinte par la lumière, la toute première photographie, réalisée en 1827 par Nicéphore Niepce.